Bonjour et bienvenue sur Perfio, l'oasis de vos finances personnelles. Ici, on parle d'argent sous toutes ses formes pour vous permettre de développer vos capacités d'obtention, mais surtout de rétention d'argent. Il est difficile aujourd'hui de passer une journée sur Internet sans entendre parler de blockchain ou de crypto-monnaie. Pourtant, il y a encore trop peu de personnes qui comprennent effectivement ce que c'est. On va corriger cela dans cette vidéo. Comme d'habitude, clarifions les choses avant de commencer. Blockchain n'est pas égal à crypto-monnaie. La blockchain, c'est une technologie, tandis que les crypto-monnaies sont une application de cette technologie. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de blockchain. Pour tout ce qui concerne les crypto-monnaies, nous aborderons cela dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite, rassurez-vous. Wikipédia explique très bien ce que c'est que la blockchain, pour ceux qui veulent une définition beaucoup plus sérieuse et académique. Ici, nous, on va simplifier tout. La blockchain, qui se traduit en français par chaîne de blocs, est une technologie informatique qui permet de stocker et de transmettre des blocs d'informations qui sont liés entre eux sous la forme de chaînes et qui sont sécurisés grâce à de la cryptographie, mais aussi complètement décentralisée. Elle est souvent comparée à un grand livre sur Internet auquel tout le monde peut accéder librement et gratuitement, dans lequel l'écriture est soumise à certaines conditions et qu'il est impossible de modifier ou de détruire. Je sais, tout ça reste un peu flou, mais rassurez-vous, on arrive. On va prendre un exemple pour illustrer afin que vous puissiez mieux comprendre. La vidéo que vous regardez par exemple, elle n'est pas sur votre appareil, pas sur votre ordinateur ou votre téléphone. Elle est située sur un appareil spécial appelé serveur quelque part en Amérique ou en Asie sur les locaux de YouTube, Facebook ou TikTok. Je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo. Ce qu'il se passe lorsque vous cliquez pour regarder la vidéo, c'est que votre appareil communique avec l'ordinateur en question, le serveur donc, et demande à voir la vidéo. Le serveur en question, il envoie la vidéo sur votre appareil qui vous l'affiche ensuite. C'est facile, c'est rapide, vous n'y voyez que du feu. Tout se passe en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui se passe demain si YouTube décide que vous n'avez plus le droit de regarder cette vidéo? Ou pire, si un pirate attaque le serveur de YouTube? Ou qu'il y a encore une catastrophe naturelle qui fait que le serveur est endommagé? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, rien du tout, parce que vous ne pouvez rien faire. Autre exemple, supposons que vous ayez 1 million sur votre compte en banque. Vous êtes content, mais demain, vous vous réveillez et il ne reste plus que 750. C'est quoi votre première réaction? C'est courir à la banque pour comprendre ce qui se passe. Et là, votre gestionnaire de compte vous explique que la banque a été piratée et qu'il y a certains comptes qui ont été vidés. Malheureusement, vous êtes concerné par ce cas. Problème. Même si après les procédures, la banque finit par vous rembourser, vous passerez un moment sans avoir accès à votre argent. Vous voyez que c'est délicat. Tous ces différents événements peuvent arriver parce que les systèmes actuels sont dits centralisés. C'est une seule entité qui contrôle toute l'information que vous consommez. En 2008 donc, un inconnu, parce qu'il est toujours inconnu jusqu'alors, du nom de Satoshi Nakamoto, fatigué de tout ce système et surtout des abus économiques tels que nous l'avons vu dans une précédente vidéo, a décidé de mettre en place une petite révolution. Ainsi, il a créé la première blockchain et la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Ça, je suis sûr que vous connaissez, mais on y reviendra. Satoshi n'est pas le premier à avoir eu l'idée d'un système complètement décentralisé, mais tout de même sécurisé et fiable. Cela a commencé depuis les années 80, avec notamment un informaticien américain du nom de David Shaw, et s'est poursuivi un peu plus tard, toujours avec deux Américains, donc Stuart Haber et Scott Stornetta, qui ont publié une étude sur la cryptographie. Mais intéressons-nous surtout au système de Satoshi Nakamoto et voyons ensemble comment il fonctionne. Comme nous l'avons dit tantôt, la blockchain fonctionne en traitant des blocs d'informations. Cela peut être différentes valeurs. Le solde de votre compte en banque, un virement effectué par une ONG, tout ce que vous voulez. Lorsqu'il y a plusieurs transactions qui doivent être traitées, elles sont toutes regroupées ensemble sous forme de blocs, dont la taille dépend de la blockchain en question. Ce bloc doit être validé avant de pouvoir être ajouté à la chaîne qui existe déjà. Pour cela, on fait appel à certains appareils qui sont connectés à Internet et donc ont accès au grand livre dont on parle, la blockchain, et qu'on appelle des nœuds. Ces nœuds vont effectuer des calculs informatiques et mathématiques très complexes pour pouvoir valider chacune des transactions contenues dans le bloc et prouver qu'elles sont authentiques. Cette opération de vérification s'appelle le minage. Et une fois que le minage est terminé et que le bloc est validé, celui-ci peut être ajouté à l'ensemble de la blockchain existante en marquant l'heure à laquelle l'ajout est effectué et avec les informations du bloc précédent. Et ainsi, on peut passer à la validation d'un autre bloc et donc d'un autre ensemble de transactions.
Cela paraît un peu trop simple pour être une révolution, n'est-ce pas? Entrons un peu plus dans les détails pour voir là où la magie opère, mais pas trop non plus, on ne veut pas se perdre dans un jargon technique. Tout se joue au niveau de la validation des blocs et cela est ultra sécurisé grâce à un système qu'on appelle le consensus. C'est la méthode par laquelle tous les nœuds se mettent d'accord pour dire qu'une transaction est valide. Comme un exemple vaut toujours mieux, prenons un exemple. Supposons que nous avons un individu A qui souhaite faire une transaction vers un individu B, disons envoyer de l'argent. Le système de la blockchain, comme il est sûr et certain que tous les nœuds qui ont été validés ne peuvent pas être modifiés, ce qu'il va faire, c'est tout simplement vérifier l'historique des transactions de l'individu A afin de voir s'il dispose d'un solde suffisant de la transaction qu'il souhaite effectuer. Rassurez-vous, même si on dit remonter l'historique, ça ne veut pas dire que tout le monde a accès à vos données, le système non plus d'ailleurs, parce que celles-ci sont cryptées. C'est comme si on parle une langue étrangère, mais qu'on fait des signes. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit, mais vous comprenez l'idée générale. C'est un peu pareil. Après cette petite vérification, si l'individu A dispose d'un solde suffisant, alors sa demande de transaction est enregistrée dans le bloc qui est en train d'être créé. Cette demande sera rejointe par d'autres demandes jusqu'à ce que le bloc soit rempli et envoyé pour validation. Une fois qu'il est rempli, il est envoyé automatiquement à tous les nœuds du réseau. Tout appareil qui se considère comme un nœud sur Internet reçoit automatiquement la demande de validation du nouveau bloc. Dès réception, chacun des nœuds commence à effectuer de nombreux calculs. C'est un peu comme dans l'émission des chiffres et des lettres. Vous voyez, il y a une partie où on donne une suite de chiffres avec un résultat de calcul. C'est exactement pareil à plus grande échelle et nettement plus compliqué. Quand un nœud trouve le résultat du calcul, tous les autres nœuds arrêtent automatiquement parce que le nœud en question les informe. Et une fois qu'ils ont arrêté, chacun des nœuds vérifie le résultat du calcul que le nœud qui dit avoir trouvé le résultat a donné. Une fois que tous les autres nœuds se sont mis d'accord que le résultat est correct, le nœud qui a réussi le calcul en premier est récompensé en lui donnant une partie des pièces. Le bloc est ainsi validé et ajouté à la chaîne de blocs avec l'information du bloc qui le précédait, qui lui-même avait déjà été vérifié par tout ce système-là. De sorte à ce que, pour pouvoir modifier un bloc, il faut également modifier le bloc qui le précède. C'est tout ça qui rend le système hautement sécurisé. C'est ça la blockchain. Et enfin, la transaction arrive à l'individu B qui est tout heureux. Évidemment, tout ce que j'ai expliqué, c'est une version simplifiée du système et de la technologie blockchain. C'est beaucoup plus complexe en réalité, vous le savez. Et comme tout système, bien évidemment, il a des inconvénients. D'abord, le fait que la puissance de calcul requise pour la validation des blocs est assez conséquente, ce qui fait que le système est très énergivore et ce qui n'est pas forcément bon pour l'environnement. Une des solutions, c'est de changer la méthode de consensus. La méthode de consensus que nous avons vue, c'est la preuve de travail ou proof of work. C'est une méthode dans laquelle on rend le réseau fiable en prouvant le travail qu'on a fait et on est récompensé pour ça. Il peut être remplacé, et c'est d'ailleurs le cas dans certaines blockchains comme Ethereum, par la proof of stake, la preuve d'enjeu. Dans cette méthode, on n'a plus besoin que vous fassiez de gros calculs pour pouvoir prouver que vous êtes dévoué à la blockchain. Vous avez juste besoin de détenir une certaine quantité de jetons de la blockchain concernée. Si vous avez beaucoup de jetons, on suppose que vous avez tout intérêt à rendre la blockchain fiable et sécurisée. Un autre problème qui n'est pas directement lié à la technologie elle-même, mais plutôt à l'usage, c'est les escroqueries et les arnaques, surtout liées au monde financier. Les arnaqueurs détournent un des principaux avantages de la technologie blockchain, c'est-à-dire l'anonymat, pour pouvoir réaliser des transactions frauduleuses et soutirer de l'argent aux pauvres citoyens. Malheureusement, on ne peut pas grand-chose à cela, car ce n'est pas la technologie elle-même qui est en cause, mais plutôt les usagers. Nous reviendrons un peu plus là-dessus dans la vidéo qui sera dédiée aux crypto-monnaies. Pour finir, l'usage de la blockchain ne se limite pas uniquement au monde financier. Avec tous les avantages de décentralisation, de sécurité, etc., imaginez un peu appliquer la blockchain dans l'administration, où on pourra délivrer des documents d'identité infalsifiables, ou également on peut organiser des élections de façon complètement transparente et visualisable par tous. Ou encore dans la justice avec l'émission de casiers judiciaires. Je crois que vous avez compris le principe. Les applications sont pratiquement illimitées. J'espère que vous avez aimé ce premier pas dans l'univers de la blockchain avec moi et que vous avez surtout appris beaucoup de choses. Rassurez-vous, je n'oublie pas que le but principal de la chaîne, c'est de faire de l'argent. Je sais. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo, on va aborder les crypto-monnaies. Je sais que vous êtes contents.
Sur ce, je vous laisse et à bientôt dans la prochaine vidéo. Arrivederci.